et bienvenue sur Europe 1. En raison des orages, vous êtes peut-être privé de feux d'artifice ce soir de 14 juillet dans votre commune. Alors pour vous consoler, Philippe Chartier a bien tenté de s'improviser artificier, mais il a eu beau chercher désespérément. Il n'a trouvé aucun bruit de fusée dans sa console. Alors je vous propose pendant ces 2 heures de direct que nous allons... Ah oui, évidemment. C'est quoi ça? C'est un avion qui décolle. C'est tout ce que tu as trouvé, mon Fifi? Oui, non, mais ça, c'est plutôt un avion qui décolle. Hein. Pour les fusées, on va repasser. Hein. Bon, allez, on va faire comme d'habitude. Hein. Pendant ces 2 heures de direct, vous pouvez appeler le 39 21 où vous serez accueillis par Quentin et Théo afin de me poser toutes les questions qui vous préoccupent. Et si une histoire vous donne envie de réagir, vous pouvez bien entendu immédiatement composer le standard d'Europe 1. Vous pouvez également envoyer vos courriels sur le site www.europe1.fr. Vous allez sur se connecter et vous cliquez sur Caroline Dublanche. Vous pouvez également bien sûr envoyer des messages au 7 21 21 code nuit. Beaucoup de messages déjà qui arrivent. Sergio me dit la vie reprend son cours ce soir, je bouffe des kilomètres et du goudron. Il y a également Virginie qui dit ça fait plaisir de vous entendre tous les soirs. Grâce à vous, on se sent moins seul. Et puis merci à tous les auditeurs, à toute l'équipe, à Sergio et à Coco. On aime bien leurs messages. Céline qui m'a envoyé un petit courriel hier, mais je l'ai reçu qu'aujourd'hui. Il faut dire que ça venait de Nouméa. Elle nous disait pas de feu d'artifice pour moi car il est déjà 9h20 en Nouvelle-Calédonie, mais la possibilité de vous écouter pour une fois en direct sur Internet et non en podcast. Je suis en plein préparatif de déménagement. Je rejoins mon nouvel appartement demain. C'est agréable d'être en votre compagnie, même au bout du monde. J'en profite pour embrasser mes parents, eux aussi fidèles auditeurs, mais métropolitains. Et puis je voulais aussi souhaiter un très bel anniversaire à Kader qui écoute l'émission ce soir pour la première fois de la part de Béatrice et donc de toute l'équipe. Bienvenue à vous, Kader, et merci à Béatrice de nous avoir envoyé ce petit message pour lui. Des messages aussi qui revenaient sur le témoignage très poignant de Cathy, cette maman qui a perdu son fils, médecin anesthésiste qui s'est donné la mort et qui nous appelait hier parce que elle ne parvenait pas à exprimer sa peine et à la faire sortir d'elle-même. Et Perle de Rosée nous a envoyé un petit courriel pour dire qu'elle avait été très touchée par son témoignage, elle-même ayant vécu à 12 ans la mort brutale de sa mère et tout comme Cathy n'ayant pas pu pleurer. Perle de Rosée nous dit choc trop violent, refus de l'admettre, mon corps était comme anesthésié. Elle dit très intéressante et émouvante intervention de Frédéric, réflexion fort juste à laquelle je n'avais pas pensé, du deuil anticipé et formulé avec infiniment de tact et de sensibilité. Merci à lui ainsi qu'à Harmonie pour ses messages toujours aussi élégants, chaleureux et réconfortants. Et elle ajoute: Cathy, votre amour pour votre fils était palpable à l'antenne. Vous êtes une maman tendre, à l'écoute, attentionnée. Je vous embrasse et pense très fort à vous. Bonbec dit à propos du témoignage digne et poignant de Cathy au sujet de son fils: j'ai longtemps tenu le discours imbécile de ne surtout pas pleurer lorsque quelqu'un se donnait la mort, car je trouvais que c'était un choix personnel et respectable, jusqu'à ce qu'un copain se donne la mort en mai dernier, provoquant ma peine et ma colère. Cette dame nous a tous donné une belle leçon de dignité et de conscience de la fragilité de la vie. Respect à vous, madame, et courage. Adia était à l'écoute aussi hier soir. Adia est interne, vous le savez, et elle nous a envoyé un petit courriel pour dire le suicide des internes est un sujet peu abordé. J'ajouterais le suicide des médecins en général.
général. Le personnel médical, c'est très peu abordé. Vous avez raison, Adia. Elle dit, mais outre nos problèmes personnels, ce métier est réellement stressant. Métier passionnant, certes, mais stressant. Adia qui, en tout cas, tenait à embrasser bien fort cette maman. Coco, elle voulait revenir sur... elle dit, allez, Fifi, c'était un peu... Il a fait ce qu'il a pu, Fifi, mais merci quand même à notre maître artificier, à nous, et prudence à Sergio et à ses collègues sur la route. Et puis Anne de Montpellier, c'est gentil, elle dit, notre feu d'artifice, c'est vous, Caroline, tous les soirs. Le Trublion me dit, tel que je vous connais, Caroline, je suis sûre qu'à la fin de l'émission, vous irez guincher avec Georges au bal des pompiers du 8e arrondissement. J'espère que sa maman sera indulgente. C'est peut-être pour ça que Georges m'a dit qu'il ne serait pas là ce soir. Il va peut-être venir me faire la surprise de m'attendre rue François 1er pour m'amener danser. Peut-être ça, vous avez raison, j'y avais pas pensé. Allez, on va accueillir tout de suite Elisa. Bonsoir Elisa. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, merci pour vos émissions. Je les écoute tous les soirs. Merci je à vous. m'endors en écoutant vos émissions qui sont pleines de bon sens et pleines d'affection, d'amour. Parce qu'il y a autre chose que vous connaissez, il y a beaucoup d'amour dans ce que vous dites. Voilà. Alors, j'ai réagi assez violemment en pensant qu'à une personne qui disait « Oh, je suis vieille, il n'y a plus besoin d'avoir des rapports avec son mari ». Ne croyez pas que je suis... Enfin, moi, j'ai perdu... C'était Annie, elle n'était pas si vieille, elle avait 67 ans. Madame, j'en ai 86. Ah oui. Voilà, d'accord. Exactement. Et je viens de perdre mon mari d'un cancer... très rapide, on l'a découvert au bout de 3 mois, il est parti. Je l'ai gardé à la maison sans souffrance, en lui faisant croire qu'il allait guérir. Et c'est très important, au point de vue psychologique, c'est très très important. Nous étions un couple très uni, il y avait une vie très agréable. Oui. Nous avions commencé sans rien, nous avons eu 3 enfants, de très belles situations. Et tous les deux, à 50 ans, je me mis à travailler. Mais enfin, ça, c'est une... Mais pour dire à ces personnes qui se sentent vieilles, moi, madame, j'ai 86 ans. Oui. Et je ne suis pas vieille. Et j'ai beaucoup de peine d'avoir perdu mon mari. Oui. On formait un couple extraordinaire. Mon mari, c'était mon mari, mon ami, mon amant. Voilà. C'est beau de réunir la façon dont vous en parlez. C'est rare de réunir les 3. C'est parce qu'on ne fait pas d'efforts, madame. Parce qu'on ne fait pas d'efforts. C'est peut-être exceptionnel, mais ça peut arriver. Oui, et quand heureusement. je vois que des gens sont désespérés, je leur donne espoir. Ça peut arriver, ça encore. On n'est pas vieux. Moi, je me sens pas vieille. Je suis âgée. J'ai une peine immense du départ de mon mari. Bon, je me suis retirée dans une maison d'accueil, une résidence pour personnes âgées. Je sors beaucoup. Je m'occupe des autres. Et de ce fait, j'oublie mon chagrin. C'est important ce que vous dites, Elisa, parce que je crois que la pire des choses, c'est se refermer, oui, et de ne plus se sentir utile. Aussi, la solitude, mais aussi de ne plus se sentir utile à qui que ce soit. Oui, moi, je suis engagée dans pas mal d'associations. Oui. Oui. Ensuite, je m'occupe à la mairie de personnes d'origine maghrébine parce que j'ai vécu là-bas. Et je connais un peu leur langue et j'essaie de faire le mieux possible. Vous savez, on a toujours quelque chose à faire dans la vie. Notre vie n'est jamais finie. Bon, je suis croyante, j'attends le jour où je partirai. Ce sont des épreuves, mais il faut vivre sa vie.
Et alors, vous aviez appelé hier justement parce que vous réagissiez aussi par rapport à justement à une personne donc voilà qui disait à 67 ans est-ce qu'on peut être encore amoureuse et par rapport au désir finalement à la sexualité et notamment des femmes hein, comme si chez un homme oui les hommes pouvaient avoir du désir jusqu'à la fin de leur vie mais comme si chez les femmes c'était plus suspect et justement je parlais hier d'une émission que je n'ai malheureusement pas vue. Je ne sais pas si vous l'avez vue, Elisa, sur Arte, où on parlait de la sexualité des personnes dites âgées. Oui, mais à ce moment-là, j'étais occupée, je voulais regarder parce que ça m'intéresse beaucoup. Je veux faire profiter de mon expérience pas mal de personnes puisque je l'ai eu cette expérience. Oui, vous dites que finalement votre mari est resté votre amant jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment. Vous dire qu'on faisait ça comme quand on avait 20 ans, non, pas du tout. Mais mon mari me désirait. Oui, c'est ça qui est merveilleux. Le désir était toujours présent. Le désir était toujours présent et c'était un désir complété par beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, beaucoup d'attention de l'un à l'autre. C'était monsieur il avait une fonction assez importante, il était assez autoritaire, mais avec moi tout le monde était étonné parce que je savais écouter, j'étais à l'écoute de ce que disait mon mari. Je ne voulais pas toujours avoir raison. D'ailleurs, dans les discussions, j'attendais qu'il pique sa crise et ensuite, je vais vous faire rire, et ensuite je répondais. Enfin, je répondais ou j'attendais qu'il se calme pour pouvoir parler posément. Oui. Et un jour qu'il était furieux pour quelques questions, il me dit, mais enfin, réponds, excuse-moi, je crois que je suis allée au-delà de ce que je pensais, mais réponds, à quoi tu penses quand je te parle comme ça? Je dis, tu sais à quoi je pense? Je dis, mon Dieu, pourvu qu'il n'ait pas un infarctus après une oui, donc là, finalement, ça l'a désamorcé, évidemment. Voilà, oui. Ça, vous voyez, c'est un peu le genre d'humour, quoi. De bien sûr. Mais l'amour existe, croyez-moi. Ouais. Oui, l'amour et le désir, parce que souvent on imagine, on parle. Ça dépend, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et souvent parmi les idées reçues autour des couples âgés, c'est qu'on me dit chez eux il n'y a plus que la tendresse. Et en fait, on peut dire aussi que le désir n'a pas d'âge. Et le fait de vous sentir désiré, certainement aussi fait qu'on est désirable. Oui. Aussi. C'est exact. C'est ça, d'avoir ce regard aimant et encore plein de désir. Même si vous avez dit, et c'est important, que ce n'est pas comme à 20 ans, 25 ans, parce que là aussi, l'amour et l'amour charnel et prend une autre dimension. Mais c'est ce qui est beau aussi. Oui, c'est charnel et puis physique en même temps. Il faut essayer, il faut avoir le courage de ne jamais dire je suis vieille. Jamais. C'était cette chanson merveilleuse, La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Elle est merveilleuse. Et pourtant, il la désire quand même. Serge Reggiani, enfin, il en a fait combien de magnifiques... Vous avez aussi, comment il s'appelle oh mon Dieu. Elle est tellement belle, c'est une déclaration d'amour. C'est une personne qui est âgée aussi. La dame de Haute-Savoie? C'est Cabrel, ça? Oui, Cabrel, il habite à côté de chez nous. Mais je ne sais pas où vous habitez, moi, Elisa. Moi, j'habite à Boué. D'accord. À Boué, c'est un petit village qui est à côté d'Agen. D'accord. Ah ben oui, effectivement. Voilà. Oui, tout à fait. Et nous, on le rencontrait souvent à Safford, chez lui. Et il a un humour extraordinaire. Comme la dame avec son signe blanc. Il a une chanson aussi d'une personne qui perd un peu la tête et puis... je sais pas, il a des chansons comme beaucoup d'auteurs. En parlant de la vieillesse, c'est une, comment dirais-je, c'est une étape. Oui, mais vous avez raison aussi de faire la distinction entre se sentir. Vous dites, moi, au fond, entre la vieillesse qui est une étape, dans la vie, et puis se sentir vieille. Voilà, vous dites, je suis âgée en âge, mais vous vous sentez pas vieille au fond. Pas du tout.
Voilà, c'est ça, c'est une étape dans la vie. Je m'occupe de beaucoup d'associations et je suis très, très entourée. J'ai beaucoup même des jeunes qui viennent me voir, qui me disent mais comment faites-vous pour avoir cette force de vivre? Mais je dis j'aime la vie. Oui, ça compte aussi. J'aime la vie et je suis croyante. Oui, ça c'est une force aussi impressionnante. Je crois au destin. Et je vais de l'avant. Oui, puis vous avez eu la chance d'être aimé, d'avoir un homme aimant auprès de vous, qui portait sur vous un regard aimant et désirant. Parce que, par exemple, il y a quand même le fait, je sais pas comment vous avez vécu aussi toutes les transformations, mais il y a des moments pour une femme, notamment je pense que pour un homme, ça peut jouer aussi, mais les transformations de son corps sont parfois difficiles à vivre à certains moments. Quand on aime avec son corps, on voit pas la différence. C'est peut-être idiot ce que je vous dis. Non, mais parfois, le désir si vraiment... semblable. Oui, quand il y a l'amour et le désir en même temps. Oui, si l'autre a vraiment un regard aimant sur nous-mêmes. Parce que moi, j'ai entendu parfois même des auditrices dire que ça pouvait être compliqué, vous voyez, avec de se déshabiller devant un homme. Alors effectivement, quand on a vraiment quelqu'un qui aime... il y a plus tout ça. Vous savez, le corps se dégrade pour un homme comme pour une femme, hein. Mais ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord, Elisa. Mais parfois, les hommes, vous le savez bien, sont beaucoup plus exigeants. On aime avec son désir, avec son amour. Oui, ça, je suis d'accord. C'est là où il y a une dimension souvent beaucoup plus spirituelle quand on avance en âge que à 20 ans. Oui. Si on est vraiment, c'est évident parce qu'à très jeune, on est beaucoup. Ça veut pas dire qu'on peut pas être très amoureux, à 20 c'est pas ans. Possible. Il faut des expériences quand même. Non, mais je suis pas en train de dire que les jeunes gens ne peuvent pas être très amoureux. Mais au niveau de la sexualité, il y a quand même, ils sont agis par cette pulsion, voilà, tout ce qui est une sexualité plus, peut-être, comment dire, plus rapide. Oui, il y a quand même ces pulsions. On est dans la découverte, alors quelque chose d'un peu plus spirituel, plus, voyez, où c'est pas que ça se joue pas qu'au niveau du sexe et du génital. Je crois que c'est quelque chose qui s'acquiert avec l'expérience. Oh, il y en a qui l'acquièrent jamais, qui restent toujours, voyez, dans le brut de décoffrage. Et toujours donner. C'est ça. On reçoit en donnant. Il faut donner beaucoup pour recevoir. En tout cas, je reçois des messages. Il y a des SMS là au 7 21 21 code nuit qui dit Elisa a raison. Les années qui passent ne nous font pas vieillir, mais acquérir de l'expérience. Poupi qui dit Elisa à l'âge de ma maman Louise, je l'embrasse. Il y a Anne de Montpellier qui dit et la merveilleuse chanson Restons amants de Maxime Le Forestier. C'est vrai qu'elle est très belle aussi. Et donc voilà quelques messages pour vous. Oui, on ne voit que ce qui est mauvais, c'est-à-dire en vieillissant, certaines personnes sont très pessimistes. Moi, j'aime la vie. Mais vous l'avez toujours aimé, certainement. Toujours. Oui, vous avez ce tempérament-là. Malgré les douleurs, j'ai tout perdu en perdant mon mari. Tout perdu. Non, vous n'avez pas perdu cet amour de la vie. J'ai toujours l'amour des autres. Oui. J'ai conservé l'amour des autres. Oui, donc vous voyez bien que vous n'avez pas tout perdu. Non, mais en fait, je veux dire, ça a été un choc épouvantable. Oui. Épouvantable. Oui. Mais j'ai quand même l'amour des autres. Ce que je donne, moi, je donne encore plus. Je suis beaucoup plus disponible pour donner aux autres. Oui, alors tout l'amour que j'ai en moi. C'est souvent ce qui est très compliqué quand on a aimé aussi fort quelqu'un, Elisa, c'est de rester avec tout cet amour et de ne pas savoir quoi en faire. Et finalement, cet amour, comme vous dites, eh bien, vous le donnez et même encore plus. Donc, vous voyez que vous n'avez pas tout perdu. Non, je donne beaucoup parce que souvent des jeunes, elles me disent mais enfin quand même vous plaisantez, c'est pas possible qu'à l'âge que vous aviez, vous étiez. Alors j'ai une superbe photographie de nous deux à 75 et 80 ans où on se regarde dans les yeux, on sent tant d'amour entre nous et dit c'est pas possible qu'à cet âge-là il y ait tant d'amour qui passe dans un regard. Et c'est ma photo fétiche que je fais voir à beaucoup de jeunes. Oui. Pour leur dire que ça existe, cet amour-là. Oui.
et à beaucoup d'autres personnes pour dire... Voilà, je vous dis, quand on avait des discussions, j'attendais qu'il termine. On avait chacun son caractère. Moi, j'ai une forte personnalité, lui aussi. Mais comme on s'aimait, j'attendais. Merci Elisa pour ce témoignage, comme dit Brigitte, rare d'humanité et d'amour de la vie. Hein, oui, vraiment. J'aime la vie. Oui. Je crois en Dieu et j'aime la vie. Voilà. Allez, un beau, voilà, Fifi a trouvé. Parce que vous nous donnez beaucoup de joie, beaucoup d'affection, parce que non seulement il y a les connaissances que vous avez en psychologie, mais vous nous donnez beaucoup. Vous savez exprimer ce qu'on doit ressentir. Merci. Oh, je ne sais pas si on doit ressentir, il n'y a pas de choses à ressentir. Vous êtes vraiment persuasif, vous trouvez toujours les éléments. Mais c'est gentil. C'est gentil. Je le prends alors, Elisa. Oui, prenez-le. Mon Fifi, ça y est, il est comme il dit, voilà, on est dans un témoignage plein de vie, plein de richesse. Il a trouvé là ses fusées dans la console, donc il nous en a envoyé là. C'est vrai que c'est joyeux, ça fait du bien de commencer l'émission avec vous. Donc vous avez pas tellement, vous étiez dans votre témoignage, vous avez entendu, il nous a envoyé quelques fusées dans les oreilles. Je sais pas si c'était une belle bleue, une belle rouge ou une belle verte, on ne saura pas, mais on avait le son dans les oreilles quand même. Qu'elle soit bleu, blanc, rouge. C'était, voilà, bleu, blanc, rouge, vous avez raison, Elisa. Voilà, on a eu une bleue, une blanche et une rouge. Hein. Voilà, il va nous en envoyer quelques-unes. Je ne sais pas, quand il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, je vous appellerai. Ah ben avec plaisir. Parce que vous êtes devenue une compagne pour moi. Ah ben écoutez, j'en suis ravie. Avant l'année. Ben je vous dis à bientôt alors. Oui. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Au revoir, Elisa. Merci. Au revoir. Sia, clap your hands. Catherine dit, bon, Fifi, arrêtez maintenant, vous faites peur à mes chiens. Ah oui, ça, les chiens n'aiment pas trop tout ce qui est feu d'artifice. Bon, on va pas vous envoyer des pétards dans les oreilles, hein, rassurez-vous. Quoique, je sais pas, il est un peu d'humeur taquine ce soir, Fifi. Hein. Non, je crois pas qu'il ait des pétards en réserve. Hein. Il manquerait plus que ça, parce qu'alors là... Bon, allez, on va plus vous embêter, ou alors il faut mettre vos chiens dans une autre pièce. Il y a Katia qui dit, oh quel bonheur et quel bain de jouvence d'entendre Elisa. Et ça fait du bien de démarrer avec un joli témoignage comme elle. Et on accueille tout de suite Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler ce soir. Je vous écoute souvent le soir et bon, je pensais pas un jour avoir le courage de franchir le pas. Oui. Et bon, voilà, si je le fais ce soir, c'est que j'ai quelques petits soucis avec mon fils. Enfin, j'ai 2 enfants, donc mon second fils qui a 21 ans. Oui. Et qui est étudiant actuellement. Qui réussit bien ses études, enfin qui n'a pas de soucis de ce côté-là, mais qui a quelques problèmes alimentaires, enfin quelques troubles du comportement alimentaire. De quel ordre ? De boulimie. D'accord. Et oui, j'avais constaté depuis quelque temps, qu'il avait tendance à la compulsion alimentaire. J'ai l'impression qu'il se fait vomir à la fin des repas. Et j'avoue que j'ai essayé de parler avec lui, mais bon, c'est blocage complet. Enfin bon, on n'arrive pas à se parler. C'est récent. Vous pensez que c'est récent, ces problèmes ? Il n'a pas pris de poids, par exemple. Non. Il n'en a pas perdu non plus. Il en avait perdu il y a quelques années. Enfin, il y a 4 ou 5 ans, il avait voulu, je pense, maigrir. Enfin, il avait perdu pas mal de poids. Et depuis, je pense qu'il est un petit peu dans un... Enfin, qu'il a depuis quelques troubles, quoi. Il avait voulu en perdre il y a quelques années parce qu'il était un peu enrobé. Non, il était un petit peu, quoi. Mais enfin, il n'était pas... Non, c'était un grand beau garçon, quoi. Mais il avait peut-être quelques kilos en trop, mais non, tout à fait... c'était tout à fait correct, mais... et je pense qu'il se sentait pas bien dans sa peau. Il fait beaucoup de sport, donc il a à ce moment-là beaucoup maigri. Et puis depuis, j'ai l'impression que il n'y a pas de stabilité, quoi.
de ce côté-là. Alors c'est vrai que je me fais un petit peu de soucis, d'autant que je vous dis si tout va bien du côté des études, enfin apparemment, puisque là par contre il vient de réussir une licence bien, sans souci, Oui. mais il devait s'inscrire ailleurs en fac pour ses études, et puis l'inscription n'a pas réussi parce qu'il s'en est pas occupé à temps. Enfin, vous voyez, il y a eu des petits ratés comme ça qui font que, je sais pas si, vous voyez, si c'est pas un petit peu des actes manqués, quoi, s'il n'y a pas quelque chose qui va pas, quoi. Et puis, je voudrais l'aider, mais je me rends compte que je suis un petit peu impuissante. Alors, c'est vrai que j'avais envie de vous appeler pour vous demander conseil, quoi, parce que je dois vous avouer que je sais pas quoi faire, quoi. Je sais pas quoi faire, je pense qu'il a besoin d'aide, mais enfin, il ne le reconnaît pas. Hein, je vous dis, le peu de fois où j'ai essayé d'aborder le problème, pour lui, il n'y en a pas, et puis j'ai pas pu aller plus loin, quoi. Et si je vous appelle ce soir, c'est qu'aussi, là, actuellement, donc, il travaille pendant l'été, et puis, il sort un petit peu le week-end, où là, il est sorti hier soir, et puis, ce matin, il n'a pas pu aller au boulot aussi, parce que je pense qu'il avait trop bu, quoi, parce qu'il y a aussi un problème par moment aussi d'alcool, quoi. Donc, Oui, mais quand il sort, c'est ça, voilà. Vous pensez que c'est quand il sort avec des amis? Oui. Oui, ce qui peut arriver. C'est par ailleurs, il est raisonnable, quoi. Enfin, c'est un enfant de 21 ans, mais je sens qu'il y a sûrement quand même anguille sous roche, il y a quelque chose, et puis, moi, j'arrive pas à l'aider. Quand vous dites que vous sentez qu'il y a anguille sous roche, c'est-à-dire? Que c'est quand même le signe d'un mal-être, quoi. Je me dis. Ce comportement par rapport à la nourriture. Ouais. Essentiellement, finalement. Oui, parce que c'est ça, quoi. Hein, parce que je vous dis même l'alcool, c'est pas un problème, mais c'est plus. Si c'est de temps en temps quand ils sont avec des amis, non. Ouais. Et vous l'élevez seul? Oui, c'est-à-dire que j'ai deux garçons. Il a un frère aîné qui va avoir 24 ans, et je les ai quasiment élevés seuls, quoi. Enfin, j'ai divorcé quand ils étaient tout petits, et c'est vrai que je les ai. À part une période où j'ai vécu avec quelqu'un, mais une période assez négative d'ailleurs, c'est vrai que j'ai beaucoup assumé de choses seules, quoi. Alors c'est vrai que du coup Non, mais c'est comme ça. Écoutez, c'est une bon. Mais est-ce qu'ils ont un contact malgré tout avec leur père? Oui, mais un contact peu fréquent. Ils ont toujours eu des contacts peu fréquents avec leur père, et il est peu présent pour eux. Ouais. Il y a un lien assez ténu. Alors c'est vrai que même là, vous voyez, je me dis, je devrais essayer d'en parler, quoi, ou même du fait que justement au niveau des études qu'il ait raté cette inscription. Enfin je pense pas que ça ait plus ému leur père plus que ça, quoi. Enfin il a même pas réagi, quoi. Et moi c'est vrai que j'ai très peu de contact avec lui, et j'hésite à lui en parler, quoi. Et par ailleurs, comment est-il avec vous dans le quotidien? Enfin, est-ce que difficile, c'est parce un qu'en jeune homme? plus maintenant son frère est parti, et vit à l'étranger là pour cette année, et donc du coup, si vous voulez, on se retrouve un petit peu tous les deux. Donc c'est vrai que je reconnais que c'est pas une situation évidente, quoi, hein, pour mère-fils, quoi. Donc c'est vrai que c'est souvent un petit peu agressif, quoi, avec moi. Oui. Et donc c'est pour ça que du coup j'évite même les réflexions, ou les remarques là par rapport à ses comportements, ces choses qui m'ennuient, quoi, parce que tout de suite c'est oui, ça l'agresse au fond, que ça vienne de vous. Oui. Il se sent agressé lorsque vous lui faites des remarques le concernant. Donc vous avez évidemment envie de l'aider, mais le fait que ça soit vous qui lui en parliez, il a du mal à le supporter. Parce qu'il le vit comme une intrusion. Ouais. Oui, il vaudrait mieux que ça vienne de quelqu'un d'extérieur. Il n'y a pas quelqu'un dont il est proche qui pourrait peut-être lui parler je vois peu. Puis là du coup je m'étais dit, même au niveau médical, essayer peut-être de parler. Par le biais du médecin? Je vois pas. Le médecin généraliste
peut-être par là. Enfin, déjà, j'avais parlé au médecin généraliste quand il a commencé à vouloir maigrir, là, il y a 5 ans, et que je trouvais que c'était un petit peu disproportionné, quoi. Donc, j'en avais un petit peu parlé au médecin, quoi, parce que comme il faisait beaucoup de sport. Oui, parce que quand il a voulu maigrir, il a vu un médecin à ce moment-là. Non, pas du tout. C'était lui-même qui faisait son régime. Ouais. Donc, c'est vrai que j'en avais un peu parlé au médecin, pour qu'il lui suggère, quoi, que par rapport à toutes les activités. Oui, à ce moment-là, en disant que peut-être même il peut dire, je vais te proposer de voir quelqu'un, voir un nutritionniste, ou ça peut être une façon, de surveiller, parce qu'un adolescent qui veut commencer à maigrir, à faire un régime, il faut suivre un petit peu ça. Alors c'est vrai qu'en plus, moi j'étais un peu désarçonnée, parce que c'est vrai que souvent on dit que ces problèmes sont plus féminins, quoi. Hein. C'est plus chez les filles, chez les adolescents. Oui, ça peut arriver chez les garçons aussi. C'est plus rare, mais ça peut arriver chez les garçons. Et là, si vous voulez, je vous demandais un peu quelle était la nature de vos liens actuellement. Vous me dites que c'est un peu agressif. En même temps, il y a un changement. C'est-à-dire que son frère étant parti, il a combien d'écart avec son frère ? Il a 2 ans et demi d'écart. Donc son frère a 23 ans et demi. Oui. Vous vous retrouvez en tête à tête. Et vous le dites vous-même, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué pour un garçon de cet âge-là. Ah oui, tout à parce fait, que c'est un moment, c'est un moment où il rêve plutôt d'autonomie. D'indépendance. Et vous vivant seul, si j'ai bien compris. Oui, et puis alors en plus, si vous voulez, donc là, quand il devait, pour continuer, parce que là, donc, il vient de réussir une licence en sport, là, donc il veut continuer ses études, et donc il voulait partir donc dans une autre région, qui est la région de son père d'ailleurs. Et donc c'est vrai que du coup, moi j'étais contente, parce que déjà, moi je me disais, je vais un petit peu souffler par rapport à ce que j'ai assumé jusqu'à présent, et en même temps, il se rapprochera de son père et tout. Et c'est vrai que du coup, le fait que ça ne se soit pas fait, parce que je vous dis, l'inscription s'est pas faite à temps, donc qu'est-ce qu'il faut y voir là-dedans, je me suis dit, du coup, à la fois, moi, il va pas y avoir cette distance qui me semblait importante, quoi, entre nous, quoi, du fait qu'il ça aurait été pas mal. Partir, ça va lui faire du bien, ça va me faire du bien, ça aurait été bon pour tout le monde, mais voilà, quoi. Du coup, c'est vrai que ça m'a un peu, Oui, parce que tout ce rapport à la nourriture, c'est quand même intéressant, hein, le rapport à la nourriture, le lien premier, c'est quand même le lien à la mère, la nourriture, hein. La mère nourricière, donc qu'est-ce qu'il fait dans cette compulsion un peu alimentaire, qu'est-ce qu'il cherche à combler, puis après vouloir peut-être se faire vomir, alors il y a en même temps il est très proche, il est proche de vous, puis évidemment quand un garçon, souvent on le voit à l'adolescence aussi, quand on est très proche à un moment et qu'on se sent très dépendant affectivement, forcément et qu'on cherche aussi à se détacher, ça se fait un peu dans la douleur, hein. Ça devient assez agressif. Il a besoin de prendre de la distance, et en même temps il est dépendant à la fois affectivement et financièrement de vous. C'est compliqué, ça je sais que c'est pour ça que je vous dis, moi là, je suis un peu désemparée, quoi. Mais il faudrait trouver quelqu'un, parce que de vous, je crois qu'il va avoir du mal à l'entendre. Mais il n'y a pas, je sais pas, il est pas proche donc d'un oncle, d'une tante. Non, parce que j'ai très très peu de famille. Voilà, nous sommes. Son autre frère. De son frère. Ça a été toujours un petit peu difficile, hein, quand même. Ils ont peu d'écart. Ils ont peu d'écart. Donc. Un grand-père, une grand-mère. Non, il y a pas de. Il n'y a pas de grand-père. Et le médecin, il ne le voit pas. Alors il faudrait peut-être de lui en parler pour qu'il essaie de voir avec lui, quoi, hein, parce que. Mais déjà, il faudrait qu'il ait envie, quoi, lui, qu'il reconnaisse quelque chose. En tout cas, je vous dis, moi, j'ai même. Il faudrait qu'il aille le consulter. Quoi. Mais donc, par rapport à l'alimentation, qu'est-ce que vous constatez juste qu'il mange beaucoup? Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais moi, je sais plus quoi faire au niveau des courses, quoi, parce que c'est vrai que j'essaie de limiter les choses, quoi, parce que sinon. Et il ne prend pas de poids? C'est affolant. Non.
Donc ça laissera entendre qu'il se fait vomir. Oui, mais ça vous pouvez difficilement, tant que vous ne le constatez pas, l'aborder avec lui. Ah oui, non mais c'est sûr. Hein. Enfin, donc moi je le constate, enfin, je m'en rends compte si vous voulez, mais voilà quoi, hein, c'est pas du tout, enfin c'est pas flagrant. Et puis je vais pas non plus le mettre devant le fait accompli. Enfin ça serait trop violent quoi. Hein. Ah non non non, surtout pas. Non non. Du tout, donc ben voilà que faire quoi du coup. Mais bon, au fond de moi, à 99%, je sais que ça se passe comme ça quoi. Hein. Mais voilà, je sais pas quoi faire et comment aider un enfant quand voilà, ben déjà qu'il reconnaît pas l'aide puisqu'il reconnaît pas les faits quoi. Hein. Et qu'il n'y a pas moyen d'en parler, peut-être lui demander, dire je constate que tu as depuis quelque temps tu sembles vraiment avoir très très mangé beaucoup plus que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens laisser ouvert les choses, pas lui apporter des réponses, mais alors il va peut-être vous rabrouer, mais dire qu'est-ce qui se passe. En plus, donc c'est vrai que ça a toujours été un petit peu difficile quoi entre nous de communiquer. Bon, il a toujours très peu parlé. Bon, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de pudeur aussi entre nous. Oui, donc, c'est compliqué. Hein, c'est difficile, très difficile de se parler quoi. Hein. C'est compliqué s'il n'y a pas d'autre chose, parce que du coup, ça a l'air de dire que c'est comme si vous parlez de ça, c'est comme si il peut penser que vous allez vous soucier de son poids ou de sa ligne, ce qui à la limite n'est pas le rôle des parents. C'est pas de ça dont vous vous souciez, c'est plus d'un mal-être. Bah oui, c'est ça quoi. Parce que donc il faudrait trouver un angle d'attaque là-dessus. Vous voyez, parce que qu'ils prennent quelques kilos, ou vous pouvez lui dire, je me fais un petit peu de soucis pour toi. J'ai l'impression que depuis quelque temps, je te sens un peu anxieux. Est-ce que vous pourriez lui dire ça? Oui, de toute façon, je pourrais essayer d'en parler. Oui. Et si il vous dit oh mais n'importe quoi, arrête de délirer ou dire non mais j'ai remarqué que chez toi souvent ça passait par ton comportement avec la nourriture. Et puis je vois que depuis quelque temps tu manges beaucoup, alors peut-être que c'est ta façon à toi de réagir. Ça serait peut-être bien que vous pouvez lui dire, c'est vrai qu'avec moi c'est compliqué, c'est pas avec moi que tu peux en parler, mais peut-être que ça serait bien que tu aies un endroit pour en parler. Je vous dis, ça serait mieux que ça soit quelqu'un d'autre que vous qui lui en parle. Essayez de voir dans votre entourage s'il n'y a pas quelqu'un en qui il a confiance, qui pourrait tenir ce rôle-là auprès de lui. Même, je sais pas, ça peut être un ami, un ami en qui il a, qui pourrait un peu jouer ce rôle. Alors c'est avec son frère, vous dites bon si c'est compliqué, mais ça peut être quelqu'un de la famille, un de vos amis à vous, dont il serait proche, quelqu'un, vous voyez. Non, il n'y a pas quelqu'un qui peut jouer ce rôle. Vous voyez, pas en dehors de vous. Je vous dis, réfléchissez peut-être. Ouais. Effectivement, on va voir. Oui, il y a un peu un isolement. Réfléchissez, si vous ne pouvez pas, si vous ne trouvez pas, à ce moment-là, c'est à vous de le faire, mais l'aborder, mais pas sous l'angle du poids, voilà, vous pouvez lui dire, je me fais un peu de soucis, mais peut-être à tort. Vous pouvez le dire aussi. Je m'inquiète un peu, mais peut-être à tort. Et là, il va dire non, mais j'ai remarqué. Vous voulez dire, mais en même temps, tu sais, il y a des moments comme ça dans la vie où on est un peu inquiet et dire, c'est vrai que c'est pas forcément avec les parents qu'on peut le mieux en parler. Donc, on peut, il y a des gens qui peuvent écouter. Tu peux déjà en parler au médecin. Sache que voilà, ça, c'est important que de savoir qu'il y a des gens qui peuvent t'écouter à l'extérieur.
Ah oui, mais écoutez, je vais essayer de faire entendre un petit peu le message. Ouais. Et soyez vigilante, parce que pour le moment, si il y a pas de comment dire, ni prise de poids ni d'amaigrissement important, ça peut être quelque chose de ponctuel. Ouais. Hein, il peut avoir comme ça un moment un peu de passage à vide, de compulsion. Ouais. Mais si vous constatiez un amaigrissement quand c'est dès qu'on est au-delà de 5 kilos et tout ça, de 5-6 kilos, 7 kilos, là il faut être vigilant. Ah ouais. Surtout que oui, il y avait quand même eu, je vous dis, par le passé, quoi. Hein, il y avait eu quand même. C'est pour ça. Quand il y a des antécédents, il faut être vigilant. Voilà. D'autant qu'en plus, même quand il était petit, qu'on avait changé de région, après la séparation justement avec son papa, c'est vrai que. Mais vous pouvez ça s'était traduit, quoi. Hein, alors, justement, il avait grossi à ce moment-là. Quoi. Voilà. Donc il y a une fragilité à ce niveau-là. C'est pour ça que. Alors vous pouvez. Il me vient aussi à l'esprit. Vous pouvez aborder, dire. Je pense. Je me dis, vous pouvez parler aussi du fait qu'il est déçu que ça se fasse pas de partir. Ah oui, c'est ça, quoi, parce que. Mais parlez-lui en. Moi, je vois plein de signaux, quoi. C'est pour ça. Mais bon, parlez-lui en. Mais dites bien, Marie. Surtout, dites bien. Je peux me tromper. Ouais. Vous voyez qu'il n'ait pas le sentiment que moi, je suis ta mère et je sais. Ah ouais. Et donc, comme s'il était encore tout petit et que vous êtes une puissance et vous savez pour lui. Terrible, Parce que ça, il va immédiatement vous envoyer balader. Hein. Ah ouais. Déjà, il va certainement le faire, mais c'est vrai que moi, je vous dis, mais qu'en même temps, mais en même temps, il a besoin aussi. Il est jeune encore, il a besoin de protection. Mais dire, je peux me tromper, mais bon, peut-être à un moment où vous sentez qu'il est prêt, dire, tu dois être déçu. Tu sais, moi, ça, je sentais que c'était important pour toi aussi que tu ailles là-bas. Même si ça se fait pas là, ça sera peut-être possible plus tard. Envisagez peut-être de commencer, peut-être de façon plus banale, plutôt que de parler, de dire je suis inquiète, et la nourriture et tout ça, dire sur le fait qu'il a pas pu partir là où il voulait aller. Voilà, peut-être là-dessus, et puis après voyez comment il réagit et vous verrez. Ouais. D'accord ? Oui, d'accord. J'en remercie beaucoup. Hein, on va avoir, me dit-on, dans quelques instants. Alors j'ai eu un message déjà au 7 21 21 code nuit. J'en profite pour dire à Mélissa qui demande comment fait-on pour envoyer des SMS code nuit, c'est-à-dire que vous écrivez un message sur votre portable en commençant par le mot nuit. Et une fois, puis vous envoyez votre message, et une fois le message terminé, vous envoyez le tout au 7 21 21. C'est-à-dire que le mot nuit, vous le mettez en premier, votre message, et vous envoyez le tout au 7 21 21, ma chère Mélissa. Et je l'aurai. Bonsoir Laurence. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Donc vous écoutez. Stressée, mais non, ça va bien se passer puisque vous êtes retrouvés dans le témoignage de Marie qui est assez démunie par rapport à son fils, où elle se pose des questions, elle se dit que il serait pas forcément bien et elle sait pas très bien comment faire en sorte éventuellement qu'il aille en parler à un tiers. Je me suis retrouvée et je me suis d'autant plus retrouvée que moi, ma situation s'est décantée il y a 48 heures. Je sentais bien que mon fils n'allait pas bien depuis assez longtemps, depuis 2 ou 3 mois. Et il y a 48 heures, il a fallu que ça arrive au clash entre lui et moi pour qu'un tiers intervienne. Et curieusement, un tiers avec qui, d'habitude, il n'ose pas trop parler puisque c'est mon ami et il me dit toujours qu'il ne veut pas que mon ami s'occupe de notre vie. Et le tiers est intervenu, mais par contre, très habilement, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé directement de mon ressenti et du fait que je ressentais qu'il était angoissé et anxieux. Il lui a parlé de moi. Il lui a dit, ta maman s'inquiète pour toi, il faut pas... si tu veux pas lui dire des choses, il faut que tu trouves quelqu'un. Et c'est là que mon fils a tout dit. Et a avoué d'où venaient ses angoisses. Il s'est passé sur ce 24 heures où il n'a toujours pas voulu me parler parce que le clash d'il y a 48 heures a été
important. Il était parti carrément de la maison. Et puis, aujourd'hui, il est revenu et tout s'est décanté. Et il m'a enfin dit ce qu'il avait sur le cœur de toute son angoisse. Ah oui, oui. Oui, donc finalement, il n'était pas forcément très proche de votre ami, mais là... Pas du tout, même. Oui, ça a été plus simple de passer par son intermédiaire, parce que en même temps, ça a été une façon de. Il avait besoin de se confier, mais il n'y avait pas de passion, il n'y avait pas d'affrontement entre eux. Et oui. C'est plus pacifié. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de, il y a moins d'affectif, il y a moins de, comme vous dites, de choses passionnelles. Exactement. Évidemment. Et moi, en fait, c'est parti vraiment d'une pécadille. Moi, je sentais qu'il allait pas bien. C'est parti d'une pécadille. Il a voulu que je rende un service que j'ai pas voulu lui rendre. Donc, il a fait son sac. Il est parti. Il m'a dit je ne reviendrai plus. J'étais extrêmement inquiète. J'avais fait intervenir son papa et tout. Et en fait, c'était le prétexte qui a permis de faire intervenir quelqu'un. Et l'intervention d'un tiers est essentielle. Je crois que c'est parce que justement la personne étant moins invitée, j'ai senti sans doute plus en sécurité. Et mon ami est intervenu, pour tout vous dire, à 2h ce matin, et au téléphone, et derrière mon fils m'a rappelé, et il m'a dit je reviens demain, et voilà, il m'a tout dit. Et rien que le fait de dire, son angoisse et son anxiété a énormément baissé. Parce qu'en plus j'ai compris moi ce qu'il avait et de quoi ça venait. Bien sûr. En plus, on culpabilise. Et là, oui, bien sûr, c'est ça qui est compliqué. Bon, en tout cas, c'est plutôt réconfortant d'entendre cela. Marie, réfléchissez. Peut-être que vous avez, au fond, dans votre entourage, une personne ressource, comme on dit, peut-être à laquelle vous ne pensez pas, là, sur le moment, mais qui pourrait jouer ce rôle-là. Et puis, sinon, voyez avec le médecin traitant aussi. Tenez, vous pouvez parler lui parce qu'on ne sait jamais. Votre fils peut aller le voir et c'est bien qu'il soit informé de sa situation. Merci Laurence d'avoir appelé. Et tant mieux que ça soit amélioré. Et merci Marie également de votre appel, de votre confiance. Au revoir. La nuit continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21, toutes vos réactions par SMS au 7 21 21 code de nuit. Merci à Mélissa d'avoir envoyé ce courriel, puisque finalement vous étiez nombreux à ne pas savoir comment envoyer des SMS. Je le vois. Je vois Joël qui me dit enfin je sais comment vous contacter. C'est vrai que moi je dis souvent 7 21 21 code de nuit, mais vous ne saviez pas forcément qu'il fallait mettre d'abord le mot nuit, puis votre message et envoyer le tout au 7 21 21. Il y a Maya également qui nous a envoyé un petit mot. Il y a Emmanuel, c'est un homme qui me dit alors en mettant le mot nuit au début, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. J'ai votre message sous les yeux. Il y a qu'est-ce que j'ai d'autre comme ça des personnes. Il y a David qui est fan de Mylène Farmer. Il y a Catherine qui me dit c'est juste pour vérifier si ça fonctionne. Ça fonctionne. Quelqu'un me dit enfin je sais comment faire. Je vous écoute depuis bien longtemps. À l'époque j'étais à Francfort et c'est Naji maintenant qui est en. Elle me dit je suis en France. Oui, qui est en France maintenant. Un petit clin d'œil aussi amical à Marie. Alors des courriels aussi qui
qui arrive. Il y a Splina qui dit: pouvez-vous me rappeler à partir de quelle date vous serez absente? Eh bien, la dernière émission avant mes vacances, c'est demain soir. Et puis, dès lundi 19, c'est Caroline Veil qui sera à ce micro. Caroline qui sera avec vous du lundi 19 jusqu'à la fin du mois de juillet. Et puis, au mois d'août, du 2 au 20, c'est Sophie Peters que vous retrouverez, avec qui vous pourrez dialoguer. Et moi, je serai de retour le 23 août. Il y a Florian, lui, qui m'envoie un petit courriel pour dire: n'étant pas sur Paris aujourd'hui, j'assiste au feu d'artifice qui se tenait au jardin du Trocadéro via Internet. En effet, la mairie de Paris avait mis en place un système de vidéo en direct qui nous permettait d'assister à ce feu d'artifice qui était magnifique. Ne vous inquiétez pas, étant un fidèle de l'émission, ma radio est branchée, ce qui me permet donc de vous écouter. Bonne fête nationale à vous, Caroline, et à tous nos amis de la nuit, dit Florian. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des petits messages. Il y a quelqu'un qui me dit: alors pourquoi chez moi ça ne marche pas, les SMS? Mais si, ça marche. Vous allez même recevoir un message de validation. J'ai beaucoup d'essais. Je peux vous dire que je l'ai reçu. Marthe me dit: je suis nouvelle par SMS. Pouvez-vous me dire si vous l'avez bien reçu? Oui, mais je vais pas passer la fin de l'heure à lire tous vos messages pour dire que je l'ai bien reçu. Il y a également Monique qui est à l'écoute tous les soirs et que j'embrasse. Il y a Lune de Miel aussi qui dit: je vous fais part du pseudo que je viens de trouver en attendant d'avoir quelque chose à dire. Ben écoutez, c'est formidable parce que finalement je découvre plein, j'allais dire, de nouveaux auditeurs. Non, vous étiez là, mais vous ne vous manifestiez pas. Attendez, je fais un rapide petit tour quand même parce que je voudrais pas en oublier. Je voudrais léser personne. Alors j'ai des réactions au témoignage de Marie, au témoignage de Marie, donc qui était en difficulté avec son fils là de 21 ans et qui savait pas trop comment faire avec lui parce que elle avait l'impression qu'il était malheureux et il ne sait pas trop comment lui en parler. Pierrette nous dit: j'ai eu beaucoup de mal à communiquer avec mes enfants quand ils étaient adolescents, alors je leur ai écrit. Je ne leur ai pas parlé d'eux, mais de mon ressenti, afin qu'ils ne se sentent pas jugés. C'est pas mal. C'est vrai que parfois, partir de soi, ça peut être une bonne façon d'aller vers eux. Il y a quelqu'un aussi qui dit: réagissez vite. J'ai 26 ans. Et j'ai pris, parce que j'ai 26 ans et j'ai pris 11 kilos en 4 mois suite à une déception amoureuse et à une agression. Le déclic qui m'a sauvée est dû à l'insistance de ma mère. Et puis, justement, il y avait Fabien qui disait: mais son fils, avec ce problème, est-ce qu'il ne s'agirait pas au fond d'une déception amoureuse ? Oui, on n'a pas abordé cet aspect-là des choses, mais après tout, peut-être. Il y a quelqu'un qui dit: pourquoi finalement, est-ce que son fils a un projet l'année prochaine? Parce que il ne pouvait pas aller faire sa licence dans la ville qu'il souhaitait, mais du coup, que va-t-il faire l'année prochaine? Donc, il y a peut-être beaucoup de choses à aborder avec lui, mais c'est compliqué quand il s'agit de la mère, parce que comme elle disait, il y a beaucoup de pudeur et souvent à cet âge-là, les enfants qui ne sont plus des enfants, mais qui le restent pour leurs parents, ont très peur de l'intrusion. On va un autre mail parce que Yashira aussi qui dit: j'arrive à envoyer un message pour une fois, super. Un petit message pour alors attendez.
c'était pour Elisa qui dit vraiment c'est merci pour ce très beau témoignage merveilleux d'Elisa, merveilleuse et si aimante. Alors justement, j'ai reçu un mail de Marie-Claude qui dit la relation sexuelle après 60 ans est encore un sujet tabou et vous avez bien raison de vouloir en parler. Moi-même, je n'aurais jamais cru que passé cet âge, je connaîtrais ces grandes vagues de désir qui transportent l'âme et le corps. Et pourtant, je le vis, ce grand feu d'artifice, et pas seulement le jour de la fête nationale. Oui, ça existe, le regard d'un homme qui vous désire, malgré quelques kilos de trop et un visage un peu fané, et c'est la meilleure des crèmes anti-rides. Joli message de la part de Marie-Claude. Et Fifi qui s'amuse évidemment avec sa console. Des feux d'artifice comme ça, on en voudrait tous les jours. Et justement après, avec ce reportage dont on parlait sur Arte, où c'est autour de la sexualité des personnes âgées, de la jouissance qui était diffusée mardi soir. Chris des Ardennes, je le remercie, il dit à propos de ce documentaire, ils seront rediffusés dans la nuit de dimanche à lundi, là qui viennent vers 3h du matin. Chris qui salue tous les fidèles de l'émission. On va accueillir tout de suite Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir Caroline. Bonsoir, merci de votre patience. Merci. Je vous avouerai que ça fait bizarre de vous parler. Oui, ça c'est normal, mais vous allez voir, c'est les premières minutes et puis après on s'y habitue. Oui, je vous ai découvert il y a 2 ou 3 ans là, et puis c'est vrai que maintenant je suis une fan de vous, je vous regarde sur Europe 1, je regarde plein de choses en fait. Comme ça je vois votre tête et tout. Vous me regardez, vous m'écoutez plutôt ? Oui, je vous écoute, oui bien sûr. Oui. Donc alors, par où commencer ? En fait, je voulais vous parler de 2 hommes, mon père et de mon ami. Oui. Donc j'ai 24 ans. Il y a 7 ans, j'ai quitté ma famille pour mon ami parce que mon père n'acceptait pas cette relation. Parce que je ne sais pas si j'ai le droit de dire ma religion ou pas. Pourquoi vous n'auriez pas le droit ? Ah, je sais pas. Donc je suis de religion musulmane. Oui. Et mon père n'a pas accepté que je parte avec quelqu'un qui était non musulman. Donc là, ça fait 7 ans que j'étais avec mon ami. Il y a eu des hauts et des bas et on s'est séparés au mois d'avril là. On a une petite fille de 17 mois ensemble. Et et mon père, je ne l'ai pas revu. Pendant les 7 ans, je ne l'ai pas beaucoup revu. Et mon père est décédé il y a 1 mois et demi. Et il est décédé le 1er juin. Et ça faisait 3 ans que j'avais pas de nouvelles. Et puis c'était un dimanche. Il m'a appelé le dimanche pour que je vienne à la maison. Je suis venue le dimanche. On a mangé ensemble, on a parlé ensemble. Il est décédé le mardi d'après, en fait. Oui. Donc, je sais pas si c'était un signe du destin ou je sais pas, mais heureusement... Mais il était souffrant ? Non, il est décédé d'une crise cardiaque, en fait. Voilà, Non, il n'était pas souffrant, on allait bien. La veille, il était parti au boulot. Enfin, la veille, oui, c'est parce que c'était mardi. La veille, il était parti au boulot. Donc, il est parti, Et c'est un peu difficile d'accumuler tout ça, la séparation de mon ami. Ça fait beaucoup, oui. Et, en même temps, c'est important que vous ayez revu votre père. Oui, parce que je pense que ma vie, la suite de ma vie aurait été très très difficile. Déjà, elle est déjà difficile là. Oui, évidemment c'est difficile, mais c'est important pour vous. Je ne sais pas comment ça s'est passé ces retrouvailles avec votre père. Mon père c'est quelqu'un de qui ne montre pas ses sentiments. Oui. Il m'a vu, il a vu ma fille pour la première fois aussi. Et Oui. cette fille je pense qu'il était après quand je suis partie, mes frères et sœurs m'ont dit que ça se voyait qu'il était content de m'avoir revue. Mais c'est clair qu'il n'a pas montré plus de sentiments. Oui. Mais je sais que mon père a toujours été comme ça de toute façon. Oui, il a du mal à exprimer ce qu'il ressent, il est pudique, il a été élevé comme ça certainement. Voilà, donc c'est pour ça dans aussi. son éducation, mais Surtout que
Oui, il a très très mal supporté le fait que je sois partie parce que d'après ce que même après son décès, j'ai revu plein d'autres personnes de ma famille qui n'étaient même pas au courant que j'étais partie en fait. C'était très lourd. Enfin, pour mes parents, c'était inacceptable que les gens de la famille sachent que je suis partie, quoi. Donc ils ont caché à pas mal de personnes. Et là, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont au courant ou qui ont su, parce que quand ils ont vu ma fille qui était métisse, il y en a qui, lors de, après les obsèques, ils ont un peu, je vais pas dire bloqué, ça les a surpris, quoi, de voir. Et moi, je ressens une gêne, en fait, vis-à-vis de ma famille, ça se voit que, je vais pas dire que je suis plus dans leur même moule, mais je me sens en retrait, parce que même mes frères et sœurs, je viens les voir, mais c'est pas pareil, quoi. Moi, quand je dis on est partagé entre deux cultures, moi, je suis née en France. Je suis tombée amoureux, entre guillemets, d'un Français. Voilà, quoi. Et mes parents, ils n'ont pas accepté ça, quoi. Et là, ce qui se passe, c'est ma famille, entre guillemets, veulent que je revienne, vu que je suis la plus grande, que je revienne, parce que revivre là-bas, m'occuper de mes frères et sœurs. Revenir là-bas, c'est-à-dire revivre là-bas, habiter avec eux, quoi, en fait. Alors qu'on eux Oui, chez eux, on est 13. On est 13 frères et sœurs. Et... oui, mais là-bas, oui. C'est-à-dire au pays ou Non, en fait... dans leur appartement. Oui, dans leur appartement, en fait. J'habite à 30 km d'eux, en fait. Dans leur maison. Oui, mais pourquoi voilà. vous reviendriez vivre... c'est pas parce que vous vous séparez de votre ami ou mari que vous devriez repartir vivre dans votre famille. Eux, ils voyaient ça comme ça, parce que... Comme si, justement, une femme ne pouvait pas vivre seule. Elle doit être soit dans sa famille ou avec son mari. C'est surtout que je pense pour eux que c'est l'occasion que je revienne pour, entre guillemets, me remarier, que je retourne dans le droit chemin. En gros, c'est ça, que je retourne dans le droit chemin. Mais c'est quoi le droit chemin pour eux, c'est être avec un musulman. Voilà, parce que j'ai eu mes tantes et mes belles-mères et tout qui me disaient de toute façon, là, t'es plus avec ton ami, surtout ne refais pas la bêtise de retourner avec. Voilà, quoi. Ils veulent... c'est-à-dire qu'ils ont beau jeu dans la mesure où vous êtes séparés, de dire, tu vois, tu t'es trompé, on t'avait bien dit, c'était pas le mot. Mais vous pourriez aussi, en étant avec un homme de votre confession, être dans une situation où ça ne se passe bien, où ça ne se passe pas bien, et où, au fond, vous vous séparez, ou peut-être vous ne vous séparez pas, mais pour juste sauver les apparences. Surtout qu'avec mon ami, on s'aime toujours, quoi. On est séparés, mais alors pourquoi vous êtes séparés ? On s'est séparés si vous vous aimez toujours. Alors, ce qui s'est passé avec mon ami, comme je vous l'ai dit, il y a eu des hauts et des bas. En fait, depuis 7 ans, j'ai l'impression d'être plus sa mère que son amie, quoi. Enfin, sa petite amie, quoi. Et en 2007, il a eu des problèmes, il a touché pour pas faire de bêtises, un truc de substitution, en fait, une drogue, voilà. Il a été dépendant à une drogue. Bon, là, il s'est soigné. J'ai réussi, en 2007, donc je l'ai aidé, je l'ai pardonné. Il est parti se faire suivre. Maintenant, il a un traitement. Et là, après, on a eu notre fille. Pendant toute ma grossesse, tout s'est super bien passé. C'était l'une de notre meilleure période de couple. Il était épanoui. Et puis là, ce qui s'est passé il y a 1 an, pareil, il supportait plus son boulot. Du jour au lendemain, il a arrêté de travailler, quoi. En fait, c'est ça que j'ai mal supporté avec lui. Il se rend pas compte il a une famille, entre guillemets, il y a moi et la petite. Voilà. Il réfléchit pas à ce qu'il fait, en fait. C'est après, quoi. Le venir m'en parler, me dire ça se passe pas bien, on aurait pu régler ça ensemble. Je dis, même si ça se passe pas bien dans ton boulot, essaie de retrouver un en parallèle et après tu quitteras ton boulot comme les choses se font normalement, quoi. Enfin, voilà. Pour lui, il comprend pas ça, en fait. C'est plein de choses comme ça. C'est comme là, il a retrouvé un autre boulot, là, au début de l'année, pareil. Du jour au lendemain, il allait plus au boulot, pareil, parce que ça ne plaisait plus. Il n'a pas prévenu ses patrons et tout ça. Donc, il a 32 ans. Il a 32 ans, et puis c'est toujours moi, ça a toujours été moi qui gérais tout, l'argent, le budget. Et oui, il est quand même,
bon, il y a une souffrance, il est en difficulté, mais il y a une forme d'immaturité par rapport à tout ce qui est, c'est un peu lourd. Et alors là, vous vous êtes séparés parce que ça devenait très lourd à porter pour vous? Oui, parce que Ouais, là, je comprends. Là, je dis j'ai une fille, j'ai mis du temps parce que. Oui, c'est compliqué. Oui, tant que vous n'aviez pas d'enfant, vous vous en occupiez. C'était un peu votre enfant, mais avec une petite enfant, ça devenait lourd. Et moi, ma fille, pour moi, je me dis qu'il est hors de question qu'elle ait un père instable, même si malgré tout, lui aussi, il a eu des problèmes dans son enfance, je suis d'accord. Mais ça mais enfin, ça ne justifie. Enfin, voilà, ça ne. Pas tout. Pas tout, et c'est-à-dire, il faut qu'il a. Il a quel âge votre compagnon? 32 ans, mon ami. Oui. Mais 20. est-ce que justement, par rapport à ces problèmes de drogue, est-ce qu'il continue à être aidé, pas seulement sur le plan médical pour que par le médecin mais en fait il avait une lettre, pour aller voir un psychologue ou un psychiatre, je sais plus. C'est vrai qu'il n'a jamais eu cette démarche là encore. Je lui ai dit, moi j'ai toujours dit que il faut que tu ailles voir, mais il arrive pas à y aller en fait. Il arrive pas. Oui, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est bien que déjà il ait réussi à arrêter et qu'il ait un traitement de substitution. Mais quoique, il va pas être sous traitement de substitution tout le temps, mais il faut qu'il puisse aussi avoir un accompagnement psychologique derrière tout ça. J'ai l'impression. Parce que qu'il puisse être parlé de son histoire, de sa souffrance, donner du sens à tout ça et ne pas toujours se retrancher derrière son enfance, certes compliquée, douloureuse, pour dire oui, mais moi du fait de mon enfance je souffre et voilà pourquoi je suis incapable de m'occuper dans mon quotidien, parce que dans les faits aujourd'hui il se trouve que il est lui-même perdu une petite fille et qu'il peut pas aussi il faut bien, il en est responsable aussi. Quand on fait un enfant, vous voyez, il a aussi décidé de faire cet enfant avec vous. Et le pire, sinon il va vous perdre. Alors qu'il vous aime, vous vous aimez. Donc je crois aussi que c'est un peu tout ça qu'il faudrait lui dire, Émilie. Et surtout que c'est un bon père. Honnêtement, avec sa fille. Dites-lui. Il s'en occupe très très bien. C'est un très très bon père. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire, quoi. C'était quoi, par exemple? Comme je vous dis, par exemple, le boulot, par exemple, comme je dis, il s'est laissé aller au mois d'avril, après notre séparation, il s'est laissé aller pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, il s'est pas levé. Il a rien fait. Il n'est pas allé au boulot. Je dis, mais comment? C'est vraiment laissé aller. Là, ça fait 3 mois que je supporte toute seule, tout financièrement, quoi. Et comme je lui ai dit, moi, je suis toute seule. Moi, j'ai personne pour m'aider. Entre guillemets, lui, il y a peut-être sa famille. Au pire des cas, s'il a vraiment un gros problème, il y a ses parents qui sont là. Moi, je dis, ma mère, elle vit en Afrique. Ça fait 15 ans que je l'ai pas vue. Mon père, il vient de décéder. Moi, ça fait 7 ans, entre guillemets, que je me débrouille vraiment toute seule. Je gère toute seule. Et c'est pareil, parfois, je me lève à 3h du matin pour refaire mon budget. En fait, je suis une torturée de la vie. Plein de choses, comment dire. Et je pense que j'aurais pas ma fille, je serais plus là, quoi. Parce que trop d'accumulation, trop de choses. Oui. Et là, je suis vraiment debout pour ma fille, quoi. Parce que même si... voilà, quoi. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous en ce moment? Pourquoi vous dites ça? C'est-à-dire que vous vous sentez fatigué moralement? Qu'est-ce qui... Moralement, il y a des hauts et des bas. Parce que, comme je vous dis, je suis une torturée de la vie. Je me prends trop la tête. Je suis toujours stressée. Mais par rapport à quoi, là? Qu'est-ce qui... L'argent, par exemple. Je passe ma vie à faire mon budget pour voir si on va rien manquer avec ma fille. Vous travaillez, vous Je travaille, je trouvais un travail, là. Oui. Mais c'est à mi-temps, mais honnêtement, j'arrive à m'en sortir. Mais je sais que quand je fais mon budget à la fin du mois, je vois que c'est bon, j'arrive à gérer, c'est très bien. Oui. Ça me tranquillise pas, en fait. Alors que je sais que malgré tout, j'y arrive, quoi. Oui, mais vous êtes toujours inquiète, vous êtes dans une insécurité. Oui, donc cet homme, finalement, qui lui est très fragile, par ailleurs, ça n'est pas fait pour vous rassurer. Voilà, non, c'est ça aussi. C'est pour ça. Évidemment, oui, il n'est pas rassurant, même si, Par exemple, il essaie de se prendre en main, il va passer le concours pour devenir aide-soignant. Oui. Prêt à se préparer. Ça serait bien, ça.
Voilà, pour moi 7 ans, mais je suis encore derrière lui. Je lui demande est-ce que tu as bien fait toutes les démarches et tout. En fait, c'est moi qui fais tout. Malgré tout, même si on est séparés, c'est moi qui gère tout, de A à Z. Je lui demande si ça en est où. Je suis toujours je suis fatiguée de toujours dire est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu t'es occupé de ci, est-ce que tu t'es occupé de ça. En fait, c'est très... Et oui, vous le portez à bout de bras. C'est ça qui ne va pas. Ouais, tout le monde me dit ça de toute façon. La preuve, quand je l'ai laissé là, il y a quelques semaines là, c'était au mois d'avril, je pense qu'on s'est séparés. Je vous le dis, pendant 3 semaines, il a rien fait de sa vie, quoi. Je lui dis quand je suis pas là, il coule. Et c'est comment moi je dis. Mais c'est ça, c'est pas le fait qu'il ne soit pas de votre confession, c'est que c'est un homme qui est fragile. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas beaucoup de qualités par ailleurs, mais il est très fragile et il aurait vraiment besoin d'être. Il n'a pas basculé dans la drogue comme ça par hasard, et il aurait besoin. Et ça ne dépend que de lui, parce que c'est un peu facile aussi de dire je me laisse porter, c'est-à-dire il faut qu'il accepte quand on est mal, quand on est dans une telle dépendance, quand on est malade, parce que c'est quand même la toxicomanie un vrai problème, d'être aidé. Et je pense que son médecin qui le suit lui a dit à maintes reprises d'avoir un suivi. Donc je crois qu'il faut vraiment, vous aussi, que vous soyez ferme, dire qu'il est en train de vous perdre. Ouais. Et que même par rapport à votre petite fille, vous allez devoir, comment dire, même si vous lui trouvez plein de qualités, ça va être compliqué, sachant qu'il peut avoir des moments où il descend très bas, de lui confier l'enfant, en sachant que peut-être, malgré lui, il y a des moments où il sera complètement au fond du trou. Alors vous pouvez pas vous permettre ça. C'est-à-dire que l'enfant, la petite, elle a 16 mois. 17. Oui, enfin 16 ou 17 mois. Si c'est des moments où il est complètement au fond, où il n'arrive pas, un enfant de 17 mois, ça demande beaucoup d'énergie à cet âge-là. Donc la voir, si vous êtes séparés un week-end entier, il faut qu'il soit en forme. Bon, en fait, il vient à la maison, en fait, parce que lui... Oui, je comprends. Je comprends. Mais... Bon, non, mais ce que je veux vous dire, Émilie, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut que vous soyez ferme avec lui. C'est aussi peut-être ce qui va le faire bouger. Peut-être, peut-être pas. S'il bouge pas, tant pis. Vous, il faut que vous avanciez, de toute façon. Et peut-être que vous soyez un peu aidé. Par rapport à votre famille, vous savez, vous n'allez pas faire bouger tout un bloc familial. Eux, évidemment, ils veulent vous ramener dans leur giron. Leur giron où c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont un beau jeu de vous dire tu vois, si tu nous avais écoutés, si tu avais épousé un homme de notre religion, ça serait pas passé comme ça. Bon, vous savez, je sais pas comment ça se passe pour vos frères et sœurs, mais vous êtes l'aîné, vous m'avez dit. Bon. Oui. Bon, mais autour de vous, il y a forcément des hommes ou des femmes musulmans qui sont mariés entre eux, et je parle dans d'autres religions, où ils sont de la même religion, et pour autant, à l'intérieur de leur couple, ce qui se passe, c'est pas extraordinaire. C'est pas que on peut être parfois de la même origine sociale, religieuse et autres, et pour autant le couple est bancal. Bon, donc et parce que vous êtes séparés, revenir vivre chez eux. Bon, à moins que vous ne souhaitiez, mais ça peut être un piège aussi, parce que vous qui avez acquis une certaine liberté et autonomie, oui. Là-bas, vous allez redevenir la fille, et l'aîné. Donc avec la responsabilité, au fond, de vous occuper des autres. En plus, je me dis, vraiment, je pensais vraiment à ça. Je me dis que c'était peut-être une histoire d'honorer la mémoire de mon père, de faire ce qu'il aurait voulu, quoi. Je me suis dit ça, mais après, en réfléchissant... Mais la mémoire de votre père, vous ne l'avez pas déshonorée. Vous n'avez rien fait qui salisse la mémoire de votre père, Émilie. Vous avez aimé un homme dont vous avez une petite fille. Simplement, cet homme n'était pas de la religion de vos parents. Mais on ne peut pas dire que ça soit salir la mémoire. D'ailleurs, votre père, vous l'avez revu. Oui. Et ça s'est bien passé avec lui. Oui. Vous voyez, donc... c'est pas ça, vous n'avez en rien déshonoré, sali la mémoire de votre père? Je crois que votre père, d'ailleurs, en revenant vers vous, le problème, vous l'a mon père, dit. il est revenu vers moi parce que je crois c'est une de mes sœurs qui a dû lui dire que j'étais séparée.
Oui, mais c'est bon. Et alors? Oui. Donc, d'un côté, je me dis heureusement, parce que la preuve, si j'aurais pas été séparée, ça se trouve, je l'aurais pas revu. Enfin, faut pas que je rentre dedans. Votre père, il est revenu vers vous, il avait envie de vous voir, vous, et de faire la connaissance de sa petite fille, c'est ce qu'il faut vous dire? Oui, c'est ce que je me dis de toute façon. Là, c'est ce qui comptait pour lui. C'est que finalement, l'amour qu'il avait pour vous était plus fort que toutes les différences. De toute façon, je suis sûre, je sais qu'il m'aimait, mais c'est juste oui. Par rapport à la religion, je sais. Vraiment... Oui, mais Émilie, oui. Normalement, dans la religion, les religions, elles doivent parler d'amour. Oui. Bien plus que de tous ces dogmes et de tout. Après, ça, ce sont les hommes qui ont fait ça, qui ont écrit ça. Après, comment vérifier? On ne sait pas, on n'y était pas. Mais finalement, normalement, à la base, dans toutes les religions, ce qui devrait être, c'est normalement l'amour. Et finalement, quand on écoute de très près, et ce qu'on entend certains, c'est qu'on entend malheureusement parfois bien peu parler d'amour et beaucoup plus d'intolérance et d'autres. Votre père, il est revenu vers vous et lui, ce qui est important, c'était de vous revoir, c'était de vous voir, de faire la connaissance de sa petite fille. Oui. Après, que vous soyez partis à un moment donné. Vous voyez, c'était pas ça le plus important. Parce que je me dis peut-être que j'ai perdu quelques années avec lui, quoi, parce qu'il avait que 58 ans. Mais vous êtes parti il y a 2 ans, c'est ça? Non, il y a 7 ans, je suis partie. Il y a 7 ans. Je suis partie à 18 ans. Je suis partie 7 ans, ça faisait 7 ans, et ça faisait 3 ans que, parce que je l'avais, les moments où je le croisais, quoi, et je l'ai revu, c'est ce qu'il a dû se dire aussi, lui, de son côté. Parfois, oui, on s'entête pour d'autres raisons et c'est compliqué. Et puis lui, vous étiez l'aîné, il devait avoir peur peut-être pour les autres que ça donne le mauvais exemple. Lui, il dit perdre un peu son autorité de père. Vous savez, c'est compliqué. Bon, n'empêche qu'en revenant vous voir, je crois que il est plus là, donc vous ne pouvez pas en parler avec lui, mais il est revenu vous voir. C'est ça qu'il faut que vous gardiez. Mais j'avoue que c'est quand même dur parce que pareil, avec ces histoires de famille, mon père, entre guillemets, il a enlevé ma mère. Il nous a enlevé notre mère. Ma mère, ça fait 15 ans que je l'ai pas vue. Il l'a renvoyée en Afrique, on sait pas pourquoi, quoi. Donc là, je me dis, là, je suis en France, toute seule, entre guillemets. C'est pas facile, là. Je me dis, j'ai l'impression que je suis vraiment orpheline. Ma mère, elle est en Afrique, mon père, il est décédé. J'ai l'impression vraiment d'être toute seule. Même si j'ai une fille, j'ai l'impression, là, je vous parle. Mais en fait, j'ai l'impression d'être toute seule, en fait. Tout ce qui se passe, même s'il y a des amis, tout le monde fait sa vie. La vie ne s'arrête pas, quoi. Je sais pas comment si vous... Vous vous sentez seule en ce moment, oui, par rapport à ce que vous vivez. Ah oui, franchement, oui. Oui, c'est un moment, oui. Un peu particulier. Et votre mère, en Afrique, vous ne l'avez pas vue depuis combien de temps, elle? Elle est partie, j'avais 10 ans, donc ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vue. Oui. Donc ça aussi, ça fait un truc. Et vous ne pourriez pas reprendre contact avec elle? Je lui parle au téléphone et tout, mais ça aussi c'est un peu compliqué parce que c'est encore des trucs de famille. On me dit qu'elle est partie pour telle raison, raison. Ça serait bien que vous la voyiez plutôt. Au téléphone, c'est compliqué. Parce que j'ai peur de partir en Afrique, en fait. Pourquoi? J'ai peur qu'ils me bloquent là-bas, en fait. Parce que j'ai plein de cousines j'ai peur parce qu'on habite vraiment dans un village vraiment bien perdu. Ah oui, d'accord. Sécurisé, entre guillemets. Je suis née en France, j'ai mes papiers, il faut me sécuriser et tout, mais pour l'instant, j'ai peur quand même. Oui, d'accord. Oui, alors, d'accord. Si vous avez peur de ça, il vaut mieux être prudent. Il y a Julia qui demande si vous avez fait une demande de RSA. Parce que si vous travaillez à mi-temps, vous pouvez peut-être y avoir droit. On change là un peu de sujet, mais par rapport à vos angoisses, par rapport à l'argent. Non, j'ai pas fait, puis j'ai pas droit parce qu'en fait j'ai une compensation acédique parce que je suis à mi-temps là. Vous êtes sûr de ça? Oui, c'est bon, je l'ai. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément au courant des aides auxquelles elles ont droit. Si, j'avais demandé, mais pour l'instant j'ai ma compensation, donc ça faisait comme si j'avais un salaire entier en fait. Mais normalement, moi 7 ans pour le travail, d'après ce que j'ai compris, ils sont contents de moi. On verra ce qui va se passer après. Mais
on dit que ils ressentent aussi ce stress, enfin ce manque de confiance et ce stress-là, mais j'ai toujours eu en fait. Voilà quoi. En tout cas, il y a Petite Plume qui dit je comprends, ça doit être usant tout ce que vous vivez, vous avez le droit d'être aidé. Parce que sinon vous risquez de vous épuiser et puis porter un homme, non. Donc c'est vrai que c'est compliqué de le porter. Lui, il faut qu'il se vraiment qu'il se fasse aider de son côté. Et puis peut-être vous n'hésitez pas aussi à aller parler de votre côté. Vous pouvez aller prendre rendez-vous dans un centre médico-psychologique. Enfin, voyez, aller un peu parler de tout ça, parce que vous avez une histoire entre votre histoire familiale, ce que vous vivez en ce moment, qui est compliqué. Ou peut-être demander à rencontrer dans un CMP, voir quelqu'un, être reçu. Si lui ne veut pas se faire aider, il aurait besoin lui d'être aidé de son côté. Mais si vous n'y arrivez pas, dire bon, alors, allons voir quelqu'un. Dans un premier temps, il y a des conseillers conjugaux dans les plannings familiaux, dans les mairies aussi. Mais surtout que j'avais dit qu'on se remettrait pas ensemble tant qu'il ne serait pas fait aider. Il m'avait dit oui. Je comprends. Mais à ce moment-là, vous pouvez dire, bon, écoute, si vous voyez que ça tourne un peu court, dire, bon, allons en parler, au moins faisons une démarche auprès les CMP, je crois pas qu'ils font pas vraiment de la thérapie de couple, ils reçoivent pas en couple. Vous pouvez poser la question, mais sinon il y a les conseillers conjugaux dans les plannings familiaux ou en mairie. Donc posez la question, pas pour faire une thérapie de couple, parce que lui il a besoin d'aide de son côté. Il faut vraiment qu'il fasse une thérapie personnelle par rapport à ses problèmes à lui. Et vous, ça serait bien un peu d'être soutenu. Mais si lui déjà allait mieux et se prenait en charge, vous auriez déjà pas vous à le prendre en charge. Bon courage en tout cas. Vous en avez déjà beaucoup, Émilie, mais bon courage à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Des messages qui arrivent au 7 21 21. Code de nuit pour Émilie, qui dit est-ce qu'Émilie a de bonnes relations avec ses sœurs? En tout cas, elle a l'air d'être formidable. Elle force l'admiration. C'est signé l'abeille des Flandres. Et puis également Prune qui dit cessez de vous occuper de cet homme. Pensez d'abord à vous. Beau gosse également qui dit vous n'avez pas à complexer, vivez votre vie comme vous voulez, ne retournez pas dans votre famille, restez en contact avec elle. En tout cas, vous avez beaucoup de courage, ajoute-t-il. Des Chira qui dit vraiment touchante, Émilie. J'aurais voulu l'aider, mais comment faire? La vie n'est pas toujours facile. Il y a toujours une lumière au bout. Et des messages qui arrivent encore par rapport au SMS. Véronique qui dit je fais un essai pour vous saluer, Caroline, ainsi que toute l'équipe. Également un petit clin d'œil amical à Philippe, la chouette angevine. Il y a Domi qui dit moi je pense que s'il y avait un problème avec les SMS, c'est parce que les auditeurs écrivaient code nuit au lieu de nuit tout court. Ben oui. Effectivement, quand je disais code nuit, peut-être que vous écriviez aussi le mot code. Non, il faut juste écrire nuit. Domi dit c'est ce que j'ai fait moi la première fois. Et il y a également Florent qui dit tous vos conseils m'inspirent. Florent qui est à l'écoute. Catherine réagissait par rapport au feu d'artifice en disant Babou et Toupi, ce sont ces chiens qui sont des fidèles de l'émission, donc je ne peux pas les priver. Donc c'est pour ça qu'elle disait qu'il fallait que Fifi arrête d'envoyer ses fusées. Et voilà, il suffisait qu'il faut pas que je le relance là-dessus. Il ne faut pas que je le relance, je savais, c'est un vrai gamin, comme dit Sergio. Merci à Marie aussi qui a envoyé un petit message à Bola qui dit le feu d'artifice a été annulé, alors j'en ai profité pour vous écouter. Cricri qui dit ça y est, je sais enfin comment envoyer un SMS, je vais enfin pouvoir réagir à
l'émission. Il y a également quelqu'un qui me dit, ah non, mais si Fifi pouvait cesser d'envoyer des feux d'artifice à l'antenne, au bal des pompiers, je visais un surfeur et c'est finalement un quinca moustachu qui m'a abordé. Ah ben oui, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein, on n'a pas toujours le choix. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai petit message aussi. Il y avait une dame qui me disait qu'elle avait été très émue par le témoignage de Marie qui avait des difficultés avec son fils parce que elle-même élevait seule ses enfants et que c'était un petit peu compliqué pour elle. Alors on va accueillir tout de suite Philippe. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, d'abord, bravo pour votre émission. Merci. Et puis j'ai été très touché par le témoignage d'Émilie. Donc, oui, elle a beaucoup de courage, hein, cette jeune femme. Ouais. Et je lui souhaite bon courage et effectivement qu'elle pense à elle, d'abord. Oui. Je crois que c'est le plus important. Bon, sinon, pour en revenir à moi, je vous appelais par rapport... à ce qui m'est arrivé, qui m'a pas foutu complètement en l'air, mais qui m'interroge quand même, c'est donc j'ai rencontré quelqu'un qui avait un fils de 6 ans, et l'histoire s'est très bien passée pendant plusieurs mois, et ensuite, ça s'est quand même beaucoup compliqué par rapport à la fusion mère-fille, que j'ai peut-être pas très bien compris. C'était une fille, hein, c'est ça? Non, mère-fille, pardon. C'est un fils. Mère-fils, oui. Donc c'est peut-être encore plus fort, hein, d'ailleurs. Oui. Bon, oui. C'est bien possible. Et on s'est retrouvé un petit peu en opposition sur l'éducation, justement, du petit garçon, que moi, je trouvais un petit peu impoli ou irrespectueux par moment. Et tout ça a dégradé malheureusement une relation de couple. Et c'est quelque chose, moi qui m'interroge aujourd'hui, où je suis pas trop inquiet, je pense que je vais reconstruire d'autres trucs, mais d'autres histoires. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même assez intéressant de se pencher là-dessus, notamment aujourd'hui où il y a plein de familles recomposées. Oui, c'est compliqué. La place du beau-père ou de la belle-mère est très complexe. Je suis d'accord avec vous. Oui, c'est assez compliqué de trouver la place. Oui. Un homme, un amant. Éventuellement un mari, mais en même temps un papa qui n'en est pas un, parce que... surtout quand le père ou la mère existe et présent. Voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas à prendre cette place-là. Et en même temps, il y a toute cette loi, d'ailleurs, qui a été votée pour les beaux-pères et les belles-mères, où quand on partage le quotidien de l'autre, avec l'autre parent, et donc finalement il y a quand même un certain nombre de règles à faire respecter, et donc en tant que tel, déjà d'être respecté de l'enfant et réciproquement, et puis que après tout, si vous voulez, de trouver une place auprès de l'enfant, mais c'est vrai que cette place, on ne peut la prendre aussi que si l'autre parent vous la donne. Oui, oui. Ce qui n'a peut-être pas été le cas, mais je sais pas trop. Moi, en fait, je me suis montré au début très distant. Et puis après, je me suis montré, et comme par hasard, c'est quand je me suis montré un peu plus présent, justement parce qu'il y avait des petites choses qui m'énervaient, notamment au niveau de la politesse et du respect, et voilà. Et moi, j'ai peut-être été issu d'une éducation un petit peu rigide, c'est possible, quoique je le pense pas forcément.
Mais et c'est justement à ce moment-là, quand j'ai été plus présent, que les choses ont commencé à déraper et enfin que le couple a commencé à voler en éclats, quoi. Donc c'est quand même assez curieux. Bah, c'est très compliqué parce que l'enfant vit mal l'intrusion, l'arrivée d'un nouveau venu, hein, surtout un petit garçon avec sa maman. Et puis en même temps, il faut pas trop critiquer d'emblée l'éducation donnée parce que le parent se sent remis en question. Enfin, c'est vrai, ça serait intéressant, ça pourrait faire le thème d'une prochaine émission. La place des beaux-pères et des belles-mères. Je pense qu'on aurait beaucoup de témoignages. Pourquoi pas? Le sujet est lancé, Philippe, et à ce moment-là, vous pourrez y participer et bien volontiers. Il y a beaucoup à dire. Ah, il y a beaucoup à dire, ça je suis d'accord avec vous. Donc à une prochaine fois. Bon, mais je vous remercie et puis encore bravo à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Benjamin Biolay, si tu suis mon regard, et merci pour tous vos messages. Je vais le dire plus souvent, qu'il faut écrire nuit avant les messages. Merci à Pastel, à Rosie, à Chantal, à Lola qui est nouvelle, et à Geneviève, mère et fille, qui remercie Fifi pour son joli feu d'artifice. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves avec de belles bleues, de belles rouges et de belles blanches.